Bon, si vous avez des petits copains qui sont intéressés, c'est le moment de les appeler. Pardon ? Ok, allez, c'est parti. Donc, nous sommes ici ensemble. Bonjour à tous déjà et merci de votre attention. Nous sommes ici ensemble aujourd'hui pour discuter des cas d'usage de l'IA dans le domaine juridique. Alors, cette intervention, elle a vocation à être... oui, manifestement, ça fonctionne. À être une des plus pratico-pratiques de ce village des Legal Tech, disons, en ce que elle s'adresse particulièrement aux besoins des juristes et des avocats. On va regarder ce qu'on peut faire concrètement avec l'intelligence artificielle, disons sous un angle vraiment pratique et pas théorique, quelles sont les problématiques que ça pose. Donc, comment les acteurs du droit peuvent-ils se servir de l'intelligence artificielle pour faciliter et accélérer leurs pratiques professionnelles ? On va faire dans un premier temps un panorama des différents outils à leur disposition pour la recherche, la synthèse et la présentation d'informations juridiques. Ensuite, on fera chacun de nos intervenants qui sont ici vont être bientôt présentés et vont ensuite nous présenter leur cas d'usage en particulier, leur outil de prédilection et ce qu'ils en font. Donc, en premier lieu, je me présente. Je m'appelle Olivia Salle, je suis avocate au barreau de Montpellier. J'exerce exclusivement en matière de baux commerciaux, en particulier pour les propriétaires d'immobilier commercial. Je suis actuellement membre du Conseil de l'Ordre et surtout, je suis passionnée d'innovation au sens large et en particulier celle proposée par ou pour les avocats. Alors, à ma droite dans un premier temps, Valérie Lonchi, ancienne avocate. Tu as quitté la profession pour te lancer à 100% dans une vie de start-upeuse, fondatrice de plusieurs Legal Tech, dont certaines ont été primées. Prix d'innovation des avocats du village de la justice, prix de l'entrepreneur innovant Isléane. Tu as lancé récemment une nouvelle Legal Tech qui s'appelle Chat Legal IA. Cet outil a plusieurs cordes à son arc pour aider les avocats, notamment. Tu nous en diras plus tout à l'heure. Présidente d'Avotech, association d'avocats fondateurs de Legal Tech. Pierre Khaled. Pierre est diplômé DGCE de Montpellier. Il est avocat depuis sa prestation de serment en 92 à Paris. Il a travaillé dans plusieurs cabinets internationaux à Paris, New York, avant de s'installer à Sophia Antipolis, première technopole d'Europe, et de créer un cabinet dédié aux entreprises innovantes qui l'accompagnent notamment dans l'évolution de leur capital. Très impliqué dans le domaine du digital, de l'intelligence artificielle et de l'innovation en général, Pierre est également fondateur de Upper IA, spécialisé dans le diagnostic automatisé et la qualification de besoins juridiques. Nous verrons une démonstration donc tout à l'heure. Et à ma gauche, Adrien Guiraud. Adrien est avocat depuis 2012, diplômé DGCE de Montpellier. Adrien est associé gérant du cabinet Doria à Montpellier et membre du Conseil de l'Ordre des avocats du barreau de Montpellier. Après une expérience de 7 ans au sein des cabinets Gide Bredin-Pratt à Paris, Adrien a rejoint le cabinet Doria à Montpellier pour prendre en main le département M&A et Private Equity. Adrien conseille une clientèle constituée d'investisseurs, entrepreneurs et chefs d'entreprise sur leurs opérations de cession, acquisition et levée de fonds complexes et à forts enjeux. Adrien est résolument optimiste sur les évolutions de la profession d'avocat et défend une vision entrepreneuriale du métier d'avocat. Il milite pour une meilleure intégration des modèles économiques des entreprises traditionnelles au sein des cabinets d'avocats. Depuis plusieurs années, Adrien teste et intègre les outils d'IA au sein de son activité dans un but prospectif, mais également en vue de répondre à certains défis immédiats qu'il rencontre dans sa pratique quotidienne. Alors, nous allons passer à un rapide panorama des outils. Alors, on avait pensé dans un premier temps faire un panorama exhaustif, mais il y a beaucoup de choses. On va faire un peu un survol des outils IA qui sont à la disposition des professionnels du droit, que ce soit dans leurs besoins extra-juridiques, notamment en marketing, mais pas seulement, et ensuite dans leurs besoins juridiques à proprement parler. Donc dans le domaine des besoins extra-juridiques, on a bien sûr Canva qui utilise l'intelligence artificielle pour créer des visuels et modifier surtout des visuels. ChatGPT qu'on ne présente plus. La grosse machine qui est un outil d'emailing. Magic Post pour générer des publications LinkedIn. WriteSonic ou Copy IA
pour la rédaction, Midjourney pour générer de l'image, Wix ou Avocalix pour générer des sites, Avocalix uniquement pour les avocats, Calendly pour gérer les disponibilités et les rendez-vous, DisWeb pour faire des sites IA avec WordPress, c'est-à-dire en quelques clics, DeepL pour la traduction, HubSpot AI pour c'est un outil d'automatisation du marketing, des ventes et du service client. Donc voilà, ça c'est pour un petit tour d'horizon. Évidemment, c'est pas exhaustif. Si vous avez des outils de prédilection sur ces sujets, sur des besoins extra-juridiques, on en parlera tout à l'heure. On est avant tout ici là pour échanger. Donc on va essayer de maximiser ce qu'on a à échanger ce soir. Sur les besoins juridiques, petit listing sur les closiers. On a Gino Legal Tech, automatisation et gestion de contrats via un SaaS sécurisé. Séraphin Legal, une solution de gestion de contrats qui accompagne la croissance de l'entreprise à travers un processus contractuel performant. Legal Vision. Sur la génération des réponses juridiques et de modèles d'actes. Pardon, il faut faire suivre les slides. Sur la génération de réponses juridiques et de modèles d'actes grâce aux données de décision de justice, on a Predictis qui utilise l'IA pour notamment la recherche de jurisprudence. Case Law Analytics, Doctrine, Soft Law, Genial IA, Lexis IA. Voilà, j'ai noté tout à l'heure qu'on avait sur le stand EBMD Technologies qui utilise l'intelligence artificielle, mais cette fois-ci pour une question de reconnaissance de caractère, d'OCR. Donc voilà, il faut les mentionner. Chat Legal IA également, qui est un outil très fondé sur l'intelligence artificielle par Valérie Lonchi, qui est à ma droite, qui nous exposera tout ça tout à l'heure. Alors là, pour l'instant, j'aimerais qu'on commence avec un outil qui est très grand public, dont vous avez tous entendu parler et vous avez tous eu l'occasion de le tester. Mais aujourd'hui, on a, si ce n'est un spécialiste, au moins quelqu'un qui s'y intéresse énormément et qui se forme d'arrache-pied là-dessus. Donc ChatGPT, Adrien, qu'est-ce que tu peux nous dire de l'usage que tu as aujourd'hui de ChatGPT dans ton activité, les contraintes que ça représente, les opportunités que ça représente? Oui, merci. Vous m'entendez bien? Parce qu'on n'a pas de retour, donc on ne sait pas très bien si vous nous entendez. Bonjour à tous, je suis ravi d'être là. Moi, je ne suis pas du tout un spécialiste de l'IA, je n'ai pas fondé de start-up ou de logiciel dans ce domaine. Simplement, je l'utilise au quotidien parce que dans notre pratique de tous les jours, on rencontre des problèmes que je n'arrivais pas à résoudre, notamment des problèmes de recrutement. Et en fait, la première fois finalement que j'ai utilisé ChatGPT, c'était tout simplement pour faire une annonce de recrutement. Parce qu'on se rend compte qu'une annonce de recrutement, rédiger une annonce de recrutement, ça peut sembler très bête. Et en fait, ça prend du temps, c'est assez complexe. Et surtout, j'étais jamais satisfait de la façon du rendu de ce que je pouvais produire. Et donc avec ChatGPT, avec quelques petites mentions et précisions sur ce que je voulais, on arrive à avoir des choses assez impressionnantes. Et c'est comme ça que j'ai mis le doigt dedans et que j'ai commencé à l'utiliser régulièrement. Alors, l'avantage de ChatGPT, c'est que c'est un des plus grands LLM au monde, et donc il a une puissance assez phénoménale, notamment quand on utilise celui qui est payant, qui est le 4. L'inconvénient, c'est que du coup, il est très grand public et pas du tout dédié spécifiquement au monde des avocats ou au monde juridique. Donc pour pouvoir l'utiliser correctement, il faut le paramétrer, ou en tout cas il faut lui faire comprendre qui vous êtes, comment vous travaillez, comment vous voulez qu'il vous réponde, comment vous voulez qu'il formule ses réponses. Et donc ça demande un petit travail de préparation, et surtout dans la façon dont vous posez vos questions, un travail de vérification et de lui demander en permanence s'il a bien compris ce que je lui demande et comment on lui demande. Une fois qu'on a passé ça, qui est en fait une façon de faire assez simple, c'est un peu du prompt, ce qu'on appelle du prompt engineering, donc la façon dont on pose les questions sur ChatGPT, ça fonctionne plutôt bien. À la limite, avec cette limite, c'est que ChatGPT aussi a malheureusement tendance à beaucoup halluciner, à tel point que même sur, par exemple, récemment une recherche de jurisprudence, il me proposait des jurisprudences qui avaient l'air totalement réelles, avec des numéros de référence, etc., que je suis allé chercher sur Légifrance et qui n'existaient pas. Donc je lui dis, tes jurisprudences, elles n'existent pas. Et à ce moment-là, il me dit, je vous prie de m'excuser, je vous donne 2 jurisprudences qui cette fois sont vraies et qui sont sur votre cas. Alors je me dis, super, très bien, il en a trouvé. Je recherche les jurisprudences, c'était toujours pas des vraies jurisprudences. En fait, il hallucine et il est prêt à vous mentir qu'en fait c'est vrai,
Donc c'est un peu la limite de l'exercice, c'est que il a tellement envie de vous donner une réponse qu'en fait il préfère dire que ce qu'il dit est vrai quand bien même c'est faux. D'ailleurs je lui redis, mais c'est toujours faux. Il me dit oui, mais pardon, c'est parce que vous cherchez une réponse donc je vous en donne une autre. Et à l'infini, il était capable de me produire des décisions fausses à l'infini en m'indiquant que c'était vrai. Donc ça c'est un problème à gérer. Jusqu'à ce que tu lui dises que tu voulais qu'il arrête de te mentir. Du coup. Exactement. Mais le problème, c'est que même quand on lui demande de ne pas inventer, en fait, je crois que le modèle fait qu'on n'arrive pas vraiment à lui faire dire uniquement de la réalité. Le deuxième problème de ChatGPT, c'est que les réseaux, enfin en tout cas la data, elle part, on ne sait pas où en fait. Et du coup, nous, par exemple, moi j'ai une documentation, moi ma valeur ajoutée en tant qu'avocat en private equity en M&A, c'est les 50 ou 100 deals que j'ai fait dans le passé avec des clauses particulières. Et c'est ça qui fait que ça a de la valeur. Sauf que demain, je ne peux pas mettre mon contrat sur ChatGPT avec toutes ces données parce que je ne sais pas où ça part et surtout, ça va être réutilisé pour d'autres personnes. Donc là, il y a un vrai sujet. Il y a un sujet de confidentialité qui est un peu compliqué et qui fait qu'on a besoin justement des logiciels, soit des layers... donc des GPT notamment. Vous pouvez sur le chat GPT faire vos propres layers qui vous permettent d'utiliser, ou alors même des logiciels différents qui ont des serveurs en France et qui permettent de garantir la donnée. Qu'est-ce que tu appelles des layers alors les layers, c'est en fait des couches de logiciels qui viennent en marque blanche au-dessus de ChatGPT pour utiliser le modèle de LLM, voilà, mais qui sont en fait un logiciel différent. Un petit peu comme... je me demande si celui de Google... C'est pas juste du prompt engineering, ça suppose d'avoir la version payante et de procéder à des... Je ne sais pas si on est obligé d'avoir la version payante, mais n'importe qui peut sur ChatGPT, peut-être qu'avec la version payante, ça dit, mais formaliser une sorte de petit logiciel qui vient au-dessus de la couche du général ChatGPT. Pour le formater un peu mieux. Exactement. Okay, ouais, en fonction des besoins. Donc ça, c'est pas mal. Il y a un truc qui est pas mal avec ChatGPT dont je me suis rendu compte, que j'ai pu tester, c'est que le problème de ChatGPT, c'est que vous ne savez pas où il va chercher la donnée. Vous ne pouvez pas lui demander ses sources, ce qui est un vrai problème dans le monde juridique, parce que vous avez besoin de justifier de vos sources. Par contre, si vous lui demandez de chercher dans un document précis, il le fait. Moi, typiquement, j'ai un abonnement à la base de données LexisNexis. J'avais un énorme sujet d'abus de majorité. J'ai téléchargé les 450 pages de LexisNexis sur l'abus de majorité en PDF. Je lui ai mis le PDF dans le chat GPT. Je lui ai dit maintenant tu me fais un résumé de 3 pages. Et en 2 secondes, j'avais un résumé de 3 pages. Je lui ai dit est-ce que tu as quelque chose qui ressemble à ça? Il m'a dit oui, page 8, il y a ça. Et en fait, ça vous permet assez facilement, en utilisant des données qui sont... qui sont sécurisées, puisque elles viennent de bases de données qui sont sérieuses, d'aller chercher de l'information, de trier et de l'interroger. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Quand on a besoin d'aller rapidement chercher une information, ça ne remplace pas l'analyse, mais ça vous permet, dans des documents qui sont parfois très, très indigestes, très longs, d'aller chercher quelque chose qui est intéressant. Voilà sur ChatGPT. Un autre chose, parce que c'est pas le seul que j'utilise, il y en a un autre qui est très chouette, qui n'a pas été cité ici, ça s'appelle Sembly. Je ne sais pas si vous le connaissez, celui-là est top. Sembly, c'est un logiciel qui est un agent qui vient se mettre en participant dans vos visio Teams, comme si c'était quelqu'un. Et il écoute, et à la fin de la réunion, il vous fait un résumé en une page de ce que vous avez dit. Il vous dit votre to-do list, ce que vous devez rendre, ce que la personne en face doit vous rendre. Et en fait, ça vous fait une sorte de résumé de l'ensemble de votre réunion. Et ça, les données, on sait où elles vont ou pas? Le problème, c'est ça. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est un logiciel américain et qu'on ne sait pas où vont les données, que du coup, c'est écouté sur des conversations qui sont évidemment avec les avocats confidentielles. Du coup, c'était très rigolo à tester, mais je ne l'utilise pas dans ma pratique parce que c'est tout simplement pas possible vis-à-vis de la confidentialité. Mais testez-le si vous voulez, même avec des discussions qui ne sont pas des discussions confidentielles. Ça, le jour où ça peut être adapté à notre monde juridique avec la confidentialité nécessaire, c'est fabuleux parce que ça veut dire qu'une réunion de 2 heures, on vous fait des résumés et on vous dit voilà, ça c'est votre to-do list. C'est assez incroyable. Super, merci beaucoup. Voilà. Alors on va passer à notre seconde intervenante, Valérie Lontchi. Je précise que mea culpa, ça s'écrit Lontchi et non pas Y. Le Y, c'est à Valérie. Valérie, c'est à toi.
Bonjour. Alors, le cas d'aujourd'hui est très intéressant parce que ça donne la possibilité d'illustrer la multiplicité des hypothèses où on peut utiliser l'intelligence artificielle au quotidien, que ce soit pour gagner en productivité, pour gagner même en rentabilité, puisque le temps, c'est de l'argent. Le temps qui est économisé par les professionnels, les avocats, peut être consacré à des tâches à plus forte valeur ajoutée ou à de la créativité, voire de la prospection. Je vais présenter un petit peu ce que nous on fait à Chatlegalia pour vous montrer déjà plusieurs cas d'usage, mais bien évidemment, il y en a d'autres, comme par exemple, je vais peut-être commencer rapidement par d'autres qui vont venir compléter ce qu'on a vu dans les listes antérieures. Il y a la possibilité d'avoir des petits assistants qui, à la fois, vont vous aider comme CRM, mais aussi comme service client. Par exemple, si vous avez un cabinet, un site internet, vous pouvez très bien avoir votre assistant qui travaille avec vos données, qui vont répondre en première intention à vos visiteurs ou à vos clients. À vos visiteurs pour les qualifier ou à vos clients pour donner un début de consultation avant de les recevoir en cabinet. Donc ça, c'est un cas d'usage qui peut être intéressant pour les avocats et qui complète un petit peu ce qui a été dit antérieurement. Chez Chatlegalia, on propose plusieurs cas d'usage. C'est une sorte de suite d'outils d'intelligence artificielle qui permet aux professionnels du droit, que ce soit les professions réglementées ou les directions juridiques, qui permet avec 4 services sur une seule et même interface, qui permettent de faire des recherches juridiques avec un assistant virtuel qui répond aux questions qu'on lui pose. À côté, il travaille de concert avec une base de données juridiques où on peut trouver les jurisprudences adaptées qui sont présentées sous forme de data visualisation pour en faciliter la compréhension, avec une organisation par juridiction, mais aussi une organisation par issue du litige. Après, on trouve aussi plusieurs fonctionnalités classiques du type résumé de la décision, parce que pour ceux qui ont l'habitude de lire des décisions de jurisprudence, parfois c'est très très long, parfois vous avez des phrases qui font 10 lignes, ça peut être très indigeste, et donc plutôt que de lire l'intégralité d'une décision, ça peut être intéressant de voir le résumé pour savoir avant si ça nous intéresse. Et ce résumé-là, par exemple, on le fait avec l'intelligence artificielle, qui permet aussi d'avoir la chronologie d'une affaire lorsqu'elle a fait l'objet de plusieurs décisions, et d'avoir des décisions similaires ou des recherches sémantiques. Ça aussi, ça se fait avec l'intelligence artificielle. C'est un autre usage de l'intelligence artificielle. Le deuxième service qui est proposé, c'est un générateur automatique de legal design. Alors, je ne sais pas si vous connaissez cette discipline. C'est une discipline qui permet donc de présenter les informations un peu techniques, donc comme les informations, en l'occurrence là, juridiques, de façon un peu simplifiée, de façon un peu plus pédagogique, et de préférence illustrée avec des images pour en faciliter la compréhension. C'est très utile notamment pour les directions juridiques lorsqu'elles ont à communiquer avec d'autres services, comme le service informatique ou marketing, qui peuvent être un peu, on va dire... très rétif à lire de l'information juridique, demander au service marketing ou informatique de respecter le RGPD avec un mémo de 10 pages, ça peut être peut-être un peu moins efficace que de leur envoyer une infographie avec des images et un texte qui est simplifié. Et donc le legal design, ça prend beaucoup de temps. Ça suscite une formation qui peut prendre entre 10h et 20h. Pour faire un legal design, alors je crois que c'était mademoiselle Lapissardi, je ne sais pas si elle est là, qui a formé plus de 1500 entreprises en legal design et qui expliquait que pour faire un legal design, il fallait à peu près 7 heures. 6 heures pour rédiger un texte en langage clair en appliquant les règles du design thinking et 1 heure pour faire une mise en forme quand on sait utiliser des outils comme Canva, et ça c'est pour ceux qui sont les plus aguerris. Là, grâce à l'intelligence artificielle, on le fait en 1 minute. Vous lui donnez un mot-clé, vous lui donnez un paragraphe ou je sais pas ce que vous voulez comme texte. Il génère automatiquement un texte qui est adapté en langage clair avec les règles du design thinking. Il crée une infographie comme vous pouvez le voir à l'écran. Il y introduit le texte. Il vous reste plus qu'à sélectionner le visuel qui vous convient, à l'exporter en PowerPoint pour l'éditer. Alors peut-être que le texte ne conviendra pas à 100%, mais il y a quand même plus de 90% du travail qui est fait et donc un gain de temps qui est phénoménal. Je donnais cet exemple tout à l'heure en parlant des directions juridiques, mais même imaginons que dans votre cabinet, vous recevez un client en consultation et qu'à l'issue de la consultation, vous lui donnez un document sous forme de legal design pour qu'il se remémore. Ça peut être aussi quelque chose qui est utile et qui est facturable. Le troisième service qui est proposé fait un peu la même chose, mais sous forme de présentation slide. En gros, c'est comment optimiser. Imaginez que vous avez PowerPoint d'un côté, vous avez ChatGPT de l'autre, et avec ça, vous automatisez les présentations. On a créé ce gift, je crois, avant-hier, parce que sur LinkedIn, il y a un influenceur qui a créé un post en disant comment automatiser vos présentations PowerPoint avec PowerPoint ChatGPT. Je vous fais une formation pour vous montrer comment ça marche. Une formation, c'est quelques heures. Et il a eu plus de 9000 commentaires. C'est les posts où on dit, en fait, si vous voulez
que je vous envoie la formation, likez, commentez, etc. Il a eu plus de 9000 commentaires et réactions. Et là, je me suis dit, mais c'est incroyable. C'est-à-dire qu'en fait, c'est quelque chose qui intéresse énormément les gens de pouvoir faire ce genre de mission. Pas que dans le droit, d'ailleurs, mais j'ai vu que dans les commentaires, il y avait aussi des legal tech qui répondaient et des avocats, en plus d'autres types de professionnels, comme des professionnels du marketing ou les CEO. Parce que tout le monde a déjà fait une présentation slide. Je suppose que vous vous en doutez. En général, ça prend plusieurs heures, voire plusieurs jours. C'est très rébarbatif. Ça peut être très énervant. À la fin, on n'est pas toujours satisfait du design. Entre le texte et la mise en page, voilà, c'est quelque chose qui peut être très chronophage. Et donc là, ce service-là, il propose, comme pour le legal design, avec un mot-clé ou un paragraphe, de le proposer au chat. Le chat génère le texte et crée une présentation intégrale avec des slides, des photos, des couleurs. Vous pouvez intégrer votre logo, l'exporter, l'éditer en PowerPoint. Et là, ce n'est pas une formation de quelques heures, ce n'est pas 1 minute, c'est 2 minutes 30. Je pense qu'on a chronométré le temps dans lequel il le faisait. Le week-end dernier, ma sœur, qui est en comptabilité, s'est dit qu'elle a fait une formation pour être coach sportif, parce qu'elle adore ça, pour être coach à ses heures perdues. Comme elle avait la flemme de préparer une présentation pour sa plaquette commerciale, elle s'est dit, je vais tester Chatlegalia, puisqu'il ne le fait pas seulement sur les sujets juridiques, il le fait sur tous les thèmes. Et donc, elle lui a donné ce qu'elle voulait faire et il lui a fait sa présentation, sa plaquette commerciale, en lui inventant quelques services auxquels elle n'a pas pensé et qu'elle va finalement prodiguer. Donc voilà un petit peu, je ne sais pas si dans mon temps de parole, je peux encore ajouter quelque chose ou... Oui, tu as quelques minutes encore. Alors, le dernier service, lui, c'est un service qui est multitâche parce que c'est plusieurs mini-assistants. Il y en a 600 mini-assistants qui sont répartis dans 30 catégories. 30 catégories qui traitent de sujets à la fois professionnels, comme par exemple la communication. Tout à l'heure, Adrien parlait de recrutement, comme le management, la gestion de risques. Chaque catégorie regroupe à peu près 20 mini-assistants qui sont chacun spécialisés dans une sous-expertise. Par exemple, dans la catégorie gestion de clients difficiles ou gestion de crise, il va y avoir un mini-assistant qui sera là juste pour la problématique gestion de clients. Un autre qui sera là juste pour la problématique gestion de crise médiatique. Ce qui veut dire que si vous lui demandez autre chose, il vous dira je ne suis pas spécialisé, par exemple, dans du coaching sportif. Moi, ma spécialisation, c'est de la gestion de crise médiatique. Posez-moi une question là-dessus, je saurai vous y répondre. Et vous n'avez pas besoin de savoir prompter parce qu'ils sont parfaitement configurés par des ingénieurs qui sont experts dans les requêtes pour pouvoir répondre de la manière la plus adaptée. Les assistants existent également pour les sujets plus personnels, comme la gestion des relations amoureuses ou la gestion des chagrins d'amour. Et sachez que l'assistant gestion de relations amoureuses a beaucoup de succès parce qu'il sait toujours dire les choses pour encourager et donner des bonnes petites pichinettes. J'ai testé personnellement l'assistant gestion de clients difficiles suite à une personne qui m'a écrit sur LinkedIn et qui apparemment n'était pas très content des mini-assistants parce que c'est un peu ce qu'il fait. Lui, il forme les gens à utiliser ChatGPT. Or, avec quelque chose comme ça, il n'y a plus besoin d'être formé à utiliser ChatGPT. Donc bon, il m'a fait un message qui était un peu désobligeant. Alors, je me suis dit, est-ce que je lui réponds promptement ou est-ce que je ne réponds pas ou est-ce que je réponds gentiment? Et je lui dis à l'assistant gestion de clients difficiles ce qu'il a dit et ce que j'ai l'intention de lui répondre. Il me dit surtout pas. Il ne faut surtout pas faire ça. Tes émotions, il faut les mettre de côté et rester professionnel, penser à l'intérêt de l'entreprise. Et il me rédige une réponse que j'ai trouvée totalement adaptée. Donc c'est un peu comme celui qui rédige les annonces pour le recrutement. Et donc je l'ai utilisée parce que en fait elle était parfaite et moi j'ai effectivement laissé mes émotions peut-être un peu prendre le dessus. Et l'une des différences qu'on me demande souvent, c'est quoi la différence entre vous, par exemple, parce que c'est sous forme de chat et ChatGPT et ces mini-assistants, c'est que déjà, premièrement, nos serveurs, ils sont situés en France. Vous savez où vont vos données, sur des serveurs sécurisés, certifiés ISO. C'est que aussi, on applique les règles du RGPD, ça c'est garanti. Vous savez qu'il y a une charte éthique qu'il n'y aura pas d'entraînement sur vos données, qu'elles ne sont pas conservées. Il y a toute une série d'engagements qui sont pris et toute une série de règles qui sont appliquées, que par exemple, vous n'avez pas ça sur ChatGPT. Et comme je le disais aussi, vous n'avez pas besoin de savoir faire des requêtes, de savoir prompter pour avoir des réponses adaptées, parce que ChatGPT, en fait, qui est un très bel outil, aussi... pour qu'il donne son plein potentiel, il faut savoir l'utiliser, donc il faut savoir prompter.
et savoir contextualiser. Les réponses ne sont pas toujours les mêmes et ça c'est très important. Les réponses ne sont vraiment pas du tout aussi pertinentes en fonction de votre capacité à faire des bonnes requêtes ou pas. Et d'ailleurs c'est une discipline qui s'appelle le prompt engineering. Il y a des ingénieurs qui font ça. L'IA pour la former, pour la parler, parce que même dans le cadre de la formation de l'IA, on prompte aussi, on fait des requêtes quand on lui donne des données pour qu'il les utilise, pour qu'il s'entraîne, pour qu'il sache comment répondre avec ces données. Il y a aussi du prompting. Il n'obéit pas toujours. L'intelligence artificielle aussi a des biais quand vous l'entraînez. C'est-à-dire vous lui donnez une première leçon, après vous lui donnez une deuxième leçon, une troisième, et finalement au lieu de répondre en appliquant les 3 leçons, il va oublier la première et répondre en appliquant la leçon 3 et peut-être la 2, alors qu'il aurait dû utiliser la leçon 1. Donc là, il y a vraiment une partie expérimentale qui est importante lorsqu'on utilise des outils d'intelligence artificielle. Je crois que tu as également veillé à gérer le risque d'hallucination sur cette fonctionnalité. Oui, alors le risque d'hallucination n'est pas un risque zéro pour l'instant. En tout cas, on n'y arrive pas encore à faire un risque totalement zéro. Mais il est très très faible, difficilement mesurable. Pour l'instant, on n'en a pas eu. Est-ce que c'est de la chance? Je ne sais pas, mais on a quand même fait, je pense, aujourd'hui... alors aujourd'hui, je ne sais pas parce que je n'étais pas sur le stand, mais la semaine dernière, on était à Vivatech. On a fait plus de 250 démos en direct. Quand on était à Assas, au Tech Up Legal Day, on a dû avoir plus de 60 démos en direct. Et c'est des démos qui sont faites par les avocats, par les professeurs, par les étudiants. Comme l'outil les amuse beaucoup, ils ont qu'une envie, c'est de le challenger au maximum. Donc pour les professeurs d'université, ils posent des questions sur lesquelles ils ont vraiment buté ou sur lesquelles ils ont travaillé pendant très longtemps. Pareil pour les avocats, pour voir vraiment est-ce que l'outil répond correctement, est-ce qu'il pourrait m'être utile, est-ce qu'il m'aurait aidé dans telle problématique que j'ai eu à gérer. Et pour l'instant, plutôt une bonne satisfaction globale. Pas eu d'hallucination. Allez challenger Chat-Legalia, essayez de le faire halluciner un petit peu. Voilà. Et puis peut-être que c'est vous qui allez halluciner. Et puis en complément, parce que ça permet de faire. Comme le Redact AI, à ce moment a beaucoup de succès, il y a beaucoup de gens qui font des articles ou des posts sur le Redact AI et que c'est un gros texte qui est imbuvable pour beaucoup. N'hésitez pas à aller challenger le générateur de slides en lui demandant une présentation sur le Redact AI, des fois que vous devriez faire une conférence sur ce sujet ou sur d'autres sujets cette semaine. Voilà, donc pour challenger Chat-Legalia, ça se passe sur le stand qui est là-bas ou évidemment sur Internet. Je crois qu'il y avait un QR code tout à l'heure sur la présentation pour flasher, pour essayer. Merci beaucoup Valérie. Pierre, est-ce que tu veux nous parler un petit peu de ce que l'IA représente pour toi dans ton activité, ce que ça permet de faire, ce que ça ouvre comme porte, s'il te plaît? Écoute, volontiers, bien que je ne sois pas forcément le plus en pointe aujourd'hui, ça va tellement vite que c'est difficile d'arriver à suivre. Je pense que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'IA, ce n'est qu'un outil qui permet de prédire et de construire des phrases ou des images en utilisant un certain nombre de précédents qu'il analyse et qu'il est capable de reproduire de façon plus ou moins intelligente. Donc effectivement, ce qui est intéressant, c'est pas tellement comment ça fonctionne, c'est l'utilisation qu'on peut en faire. Et notamment, comme toutes les technologies, ce qui est important, c'est l'usage. L'usage de l'IA pour les avocats, je dirais qu'il n'y en a pas un seul, il y en a plein. Et effectivement, ce que Valérie a présenté avec Chat-Legalia, c'est une boîte à outils. Ça veut dire qu'aussi bien pour faire des synthèses de documents, comme le faisait aussi Adrien, ou générer des slides, etc., c'est des process différents dans lequel on peut optimiser la performance, la rapidité en intégrant des outils IA, en les formant, en contrôlant l'accès des données qu'on leur donne pour éviter qu'ils racontent n'importe quoi et qu'effectivement ils en arrivent à halluciner, à créer de la jurisprudence, en pensant bien faire en plus. Ça, c'est la partie amont. Qu'est-ce que je fais? D'où vient la donnée que j'utilise en matière juridique dans mes moteurs, dans mes outils IA, et également, bien sûr, assurer la confidentialité de ce qui est produit. Et c'est un vrai sujet aujourd'hui, c'est que les outils qu'on peut vouloir utiliser, notamment ceux qui permettent de faire des synthèses dans des réunions téléphoniques, on n'a aucune garantie sur la confidentialité des données. Et donc c'est très délicat de les utiliser dans le cadre d'échanges avec des clients, parce qu'on ne peut pas leur garantir que il n'y a pas quelqu'un qui n'a rien à voir avec lui, qui aura accès à ces informations, qui peut du coup pouvoir nuire, les revendre, les travailler, etc. Et ça, c'est quand même assez stressant, mais ça va se régler. C'est-à-dire qu'en fait, on va avoir des systèmes de données sécurisés en amont, et en aval, on va avoir
le contrôle des données, des échanges qu'on aura avec les clients, on va pouvoir s'assurer que ça ne se balade pas dans le darknet et que ça pas mal utilisé. De toute façon, en tout cas pour les professions comme les avocats, c'est une contrainte, c'est impératif. On ne pourra pas se permettre de jouer avec la confidentialité des informations outre tout ce qui est RGPD et pouvoir disséminer des informations confidentielles. Moi, ce que je peux vous donner comme pratique d'utilisation de l'IA, c'est dans un usage bien particulier qu'on a commencé à développer il y a quelques années, avant que l'IA soit réellement généralisée. C'est tout ce qui est qualification des besoins juridiques des clients. C'est-à-dire, en fait, être capable de générer des premiers diagnostics sur les problématiques juridiques en posant des questions à des clients ou des prospects, donc des gens qui ont des problématiques juridiques, pour les amener à exprimer les éléments de fait d'une situation pour ensuite être capable d'avoir une analyse juridique là-dessus et leur donner des recommandations. Donc, ce qu'on a bâti il y a quelques années, c'est une plateforme en fait qui, en posant un certain nombre de questions sur les thématiques, par exemple le capital humain, la gestion corporate, le RGPD, etc. Donc, le contenu est créé par des avocats, pose des questions à une personne lambda qui répond en ligne. Et après avoir répondu à un certain nombre de questions, c'est plus ou moins long, 20, 30, 50, on a une première analyse qui est générée par la plateforme de cette problématique sous un angle juridique avec un certain nombre de recommandations. Voilà. Donc ça, c'était ce qu'on faisait avant l'IA. Aujourd'hui, et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que cette approche automatisée qui peut être très intéressante pour les avocats parce que ça va permettre de faire un premier diagnostic automatisé en ligne, le jour, la nuit, avec comme optique de déboucher derrière sur un rendez-vous avec un vrai avocat qui va gagner du temps, qui va montrer son expertise et qui va donc acquérir un nouveau client et lui apporter de la valeur. Les professions juridiques avaient beaucoup de mal à comprendre ça. Le chat GPT est arrivé aujourd'hui et du coup, ça a ouvert les chakras de tout le monde et tout le monde s'est dit qu'il faudrait peut-être qu'on utilise la technologie pour mieux travailler et notamment pour mieux comprendre nos clients. Et aujourd'hui, ce sur quoi on travaille, c'est des outils conversationnels qui effectivement permettent d'avoir une conversation avec l'utilisation de l'IA sur des thématiques juridiques spécifiques pour amener le client à exprimer la situation, poser les bonnes questions, résumer, faire des premières synthèses, des premières recommandations. L'idée, encore une fois, n'est absolument pas de remplacer l'avocat, mais de lui permettre de gagner du temps en qualifiant le besoin du client. Et en fait, le premier gagnant là-dedans, c'est le client parce que lui, sans avoir rencontré physiquement l'avocat, il a déjà une première analyse de sa problématique juridique. Et au final, on gagne beaucoup de temps parce que lorsque l'avocat va parler avec le client, il ne va pas perdre un certain temps, non seulement à lui poser des questions qui ont déjà été posées par l'outil, mais aussi à le sensibiliser sur les grands concepts qui s'appliquent à sa problématique juridique. Et au final, tout le monde est gagnant là-dedans et je pense que l'avocat peut travailler beaucoup plus efficacement sur ce genre d'outils. Donc, l'utilisation de l'IA par les avocats, Valérie nous a montré qu'il y avait beaucoup de cas d'usage d'outils et on a très hâte de tester ChatLegal.IA. En tout cas, pour ce qui est des juristes, moi, je suis très optimiste sur la plus-value que ça va apporter à tous les professionnels du droit et aux justiciables aussi pour accéder plus facilement au droit, à la justice. Et quand on voit aujourd'hui la complexité d'accès, de compréhension des problématiques, des solutions juridiques, etc., franchement, je pense que tout le monde va y gagner. Hein. Il ne faut pas dire on va perdre du business. Non, tout le monde va y gagner. C'est clair, quand on sait bien l'utiliser, quand on apprend à l'utiliser, ouais. Je peux apporter un compliment ? Bien sûr. Si on a le temps. Je ne voulais pas évoquer cet aspect peur de l'intelligence artificielle parce que vu le thème de la conférence, je suis partie du principe que tout le monde était pro, mais c'est peut-être pas le cas. Peut-être qu'il y a des sceptiques. Et dans cette hypothèse, ce que j'ai envie de dire, c'est que évidemment, le progrès peut parfois faire peur. Il peut y avoir une peur pour certains de se dire mais si l'intelligence artificielle sait faire tout ça, est-ce que demain, elle ne va pas remplacer mon métier ? Je pense qu'il faut plutôt voir ça comme une chance et une opportunité et se demander comment progresser pour réussir à travailler avec l'intelligence artificielle. Si l'intelligence artificielle sait faire des choses que dans votre cabinet, pour l'instant, vous faisiez faire à votre assistante, à votre stagiaire, à votre collaborateur, ou même que vous faisiez, mais tant mieux. J'ai envie de dire tant mieux. Au contraire, il faut en trouver une que vous allez encore plus perfectionner pour faire encore mieux ce que vous faisiez jusqu'à présent. Comme ça, vous allez pouvoir faire autre chose, faire quelque chose en plus.
L'opportunité aussi que ça représente, qu'est-ce que c'est? C'est que dorénavant, le petit cabinet, l'individuel, il a avec l'intelligence artificielle les moyens d'avoir autant d'impact que peut avoir un grand cabinet, puisque la machine va pouvoir faire des choses beaucoup plus vite. Donc, il va peut-être avoir besoin de moins investir en termes de ressources, en termes les collaborateurs feront autre chose, bien sûr, que ce qu'il devait faire jusqu'à présent pour avoir la même chose que peut avoir un gros cabinet avec des moyens plus élevés. Et ce, dans tous les aspects de son métier, puisque dans le métier d'avocat ou de juriste ou autre, on n'a pas seulement à rédiger des textes juridiques ou à faire des recherches juridiques. Il y a aussi des tâches qui sont organisationnelles. Il y a des tâches, on parlait tout à l'heure, de recrutement. Il y a des tâches de management, il y a des tâches de communication, de marketing. Tout ça, en fait, ça veut dire que pour le petit cabinet qui n'avait pas le budget à allouer à une agence ou à un freelance, il peut utiliser l'intelligence artificielle pour faire tout ça. Comme s'il avait les moyens de payer une agence ou d'avoir une armée de 10 personnes qui vont travailler pour lui. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. S'adjoindre la force de 10 hommes, hein, ou en l'occurrence de 600 assistants. Merci beaucoup Valérie. On a encore un petit peu de temps pour des questions de la salle, si vous souhaitez questionner nos intervenants, échanger, donner votre point de vue, votre retour d'expérience, vos outils fétiches dont vous ne vous passeriez plus, et compléter la liste qu'on a essayé de faire et qui n'est certainement pas exhaustive, mais qui peut-être oublie une pépite qui mérite d'être mentionnée. Alors, je vais essayer de répéter votre question, donc si elle peut être courte, c'est encore mieux. Oui. Alors, la question, je la répète pour que tout le monde puisse l'entendre. Concernant la fonctionnalité de création de PowerPoint, comment peut-on être sûr de la destination des données et du coup, voilà, la sécurité d'hébergement des données sur cette fonctionnalité-là? Alors, nous, on en est sûr parce que c'est nous qui hébergeons les données. On les héberge sur des serveurs qui sont situés en France. Les serveurs qui sont certifiés ISO, donc il y a un certain nombre de règles à respecter en termes de crypter. Les données sont scriptées, en fait. En termes de chiffrement des données, pour être certifié ISO, en fait, il faut respecter ces critères-là. Les serveurs sont conformes au RGPD, et c'est pour ça qu'on les a choisis. On a deux cas d'usage, on a deux offres. Donc ça, ce que j'ai présenté tout à l'heure, c'est la version SaaS qui s'adresse un petit peu aux cabinets, aux juristes, aux petits cabinets. On a une offre grand compte qui s'adresse à des comptes, des groupes, où là, en fait, on propose aux clients de choisir le serveur qu'ils souhaitent. Je vous donne un exemple. Fin avril, on était à la Caisse des dépôts, on participait à un challenge, et donc on leur a fait un POC. Comme ils sont très soucieux des problématiques de public, parce qu'ils servent un intérêt général, ils sont très soucieux de souveraineté. Donc pour le POC qu'on leur a fait, on a utilisé OVH comme hébergeur de serveur parce que c'est français, c'est un fournisseur français. On a utilisé le LLM de Mistral parce que c'est français. On aurait pu en utiliser un autre. Il y a des petits LLM même qui n'ont pas besoin de puissance de calcul forte. On a utilisé leurs données publiques qui étaient sur leurs comptes publics, comme par exemple les comptes annuels, les rapports financiers, ce genre de choses, pour montrer la fonctionnalité qui est comment est-ce que vous pouvez avoir votre chat en interne, que vous interrogez, parce qu'ils ont leur service juridique aussi qui reçoit plein de questions et qui répondent à plusieurs questions, des centaines de milliers de questions, parfois récurrentes. Et comme la donnée est dispatchée, c'est une problématique. Donc avoir un outil qui va centraliser toutes les données internes et qui peut être utilisé en interne pour répondre aux questions en se basant sur le passé et sur l'avenir, c'est quelque chose qui peut avoir de l'intérêt. Donc comment on sécurise les données? En s'assurant de les héberger soi. Ça, c'est pour répondre à votre première question. Et pour les héberger, on peut choisir un fournisseur qui soit approprié, qui soit certifié. Alors nous, on utilise plusieurs modèles. Donc comme je vous ai dit, on utilise... Le modèle d'IA que vous utilisez, lequel est-il? C'est ça la question. Ah oui, c'est ça. Donc ce que je dis, on utilise plusieurs modèles. On utilise Mistral, on utilise Llama 2. Alors, ça dépend, on branche et on débranche. Llama 2, pour l'instant, on l'a mis un petit peu de côté, mais on l'a utilisé aussi dans une version antérieure. On utilise GPT, mais la version de GPT qu'on utilise, ce n'est pas ChatGPT. C'est une version... Voilà, c'est pas la version ChatGPT, c'est une version qui est sur Azure et qui donc permet cette sécurisation des données et pas que les données aillent aux États-Unis.
Actuellement, on utilise les plus petits modèles comme BERT, je ne sais pas si ça vous parle. On utilise aussi les plus petits modèles GPT comme GPT-2. Et on utilise beaucoup d'autres modèles qui sont confidentiels en ce moment parce qu'on est en train de les entraîner pour faire une fonctionnalité que je ne vais pas encore révéler tout de suite. Alors, une question dans le public. Si vous pouvez faire une question courte, comme ça je peux la répéter rapidement et on a beaucoup de questions. C'est pas bien de faire tourner le micro Si on peut, monsieur. Parce qu'il y en a 3 en fait. Il y en a un autre. Tiens. C'est bon, tout le monde m'entend, merci. Sur vos cas d'usage, sur la recherche juridique, sur l'assistant juridique IA, quelle est la base de données que vous interrogez? Alors, sur l'assistant juridique IA, on a collecté des données publiques qui ont été mises à disposition dans le cadre de l'open data. Et c'est notamment le cas des jurisprudences de Légifrance, de Judilibre. Donc on a collecté ces données par rapport à une application qui est mise à disposition par Légifrance. Donc, et Judilibre aussi. Et alors un troisième, je ne sais plus comment il s'appelle, mais c'est pour la jurisprudence administrative. Donc quand vous dites recherche juridique, on est sur de la recherche jurisprudentielle. Donc c'est de la jurisprudence en open data juridique voilà. brute. Alors, qu'est-ce que vous entendez par brut? C'est-à-dire sans analyse derrière, c'est-à-dire des décisions qui ont été mises à disposition auprès des greffes. Pas de doctrine, vous voulez dire. Pas de doctrine. D'accord. Non, on n'a pas de doctrine pour l'instant, mais c'est quelque chose qu'on est en train de discuter avec Jean Gano, qui est quelque part là et qui va intervenir, avec qui j'interviens demain. Parce qu'eux, ils ont un site qui s'appelle droit.org, qui regroupe de la doctrine, notamment. Et ils vont s'associer avec une autre association pour avoir plus de doctrine. Et donc, je discute avec eux d'un partenariat, justement, pour qu'on puisse ajouter de la doctrine. Donc, pour l'instant, on ne propose que de la jurisprudence, des textes de loi, effectivement, brut, si on veut. Il y a quand même la fonctionnalité résumée, si on n'a pas envie que ce soit trop brut. Et dans un deuxième temps, plus tard, on fera de la doctrine. Pour l'instant, on a une version qui est la version bêta, c'est la première version. Merci. Je vous en prie. Question très intéressante posée par Lexis Plus AI, qui pour le coup propose aussi de la doctrine, d'où la différence des outils. Voilà, bon, après il y a de la diversité, c'est ça qui est bien dans ces outils. Alors, une autre question. Parlez fort s'il vous plaît. Alors, à qui vous souhaitez-vous poser la question? Alors, quel type de tâches répétitives et chronophages pensez-vous qu'il y a le plus avantage à automatiser dans le juridique? La rédaction de contrat, typiquement. La rédaction de contrat, c'est pour mon avis, parce que dans beaucoup de matières, les contrats sont répétitifs. Si vous faites du droit du travail, vous allez faire des contrats, des CDI, des CDD, des ruptures conventionnelles. Si vous faites ça pendant 10 ans, vous avez vos modèles que vous utilisez. Je pense que c'est pareil en matière de fusion-acquisition, en matière de baux commerciaux. Donc, les modèles peuvent être utilisés pour entraîner des intelligences artificielles qui vont permettre après de rédiger de façon automatique avec des données contextuelles. Par exemple, voilà, le demandeur s'appelle tant, ou bien voilà le nom des parties, voilà leur adresse, voilà le montant du deal, rédige tel contrat par rapport à ça. Alors, c'est vrai, je pense que c'est les contrats qui vont plus vocation. Et en même temps, on a l'impression que les clients ont besoin d'une standardisation de leurs contrats, et quand on leur parle, en fait, on se rend compte que c'est jamais vrai. Ils veulent tous avoir leurs propres clauses, leurs petites choses. Et donc, en fait, typiquement, moi, j'ai plein de modèles, mais il n'y en a jamais un que je peux ressortir et qui fonctionne avec un autre client parce qu'ils ont chacun leur petite particularité. Ils vont mettre l'accent sur un point A plutôt qu'un B parce que c'est leur histoire. Donc, les contrats, ça permet, je pense, d'avoir des canevas qui soient bien faits sur des bases, mais on va être obligé derrière de venir mettre la petite touche et d'avoir l'échange avec le client pour pouvoir le... Je pense que ce qui peut être automatisé très facilement, par contre, c'est les procès-verbaux. Tout simplement parce que les procès-verbaux, c'est en tout cas dans mon domaine, en droit des sociétés, c'est quelque chose pour le coup, qui a vocation à être d'Assemblée générale. Des procès d'Assemblée générale, de conseil d'administration, tout ce qu'on appelle la documentation de droit des sociétés, documentation corporate. Ça, c'est pas des choses qui ont vocation à transpirer de la subjectivité du client. Il faut que ça soit objectif, il faut que ça soit standard, et la plus standard possible, puisque d'une année sur l'autre,
on ne comprendra pas pourquoi une société a changé sa façon de rédiger, etc. Donc ça, je pense que typiquement, c'est quelque chose que déjà les logiciels d'assistance, disons, de gestion de données des cabinets d'avocats font depuis plusieurs années. Hein. Alors pas forcément sur des modèles IA, mais des modèles qui permettent de standardiser, disons, de la rédaction de procès-verbaux. Je pense que ça, avec l'IA, ça va permettre d'aller beaucoup plus loin et beaucoup plus rapidement. Merci, très clair. D'autres questions? Oui, je vous écoute. Tu as levé la main en premier. Alors, est-ce que la facilité avec laquelle on sort certains documents PV d'AG, notamment, ça ne va pas pousser les avocats à se spécialiser et à sortir de leur champ d'intervention ces livrables, entre guillemets, faciles que le client pourra internaliser en ayant recours lui-même à l'intelligence artificielle? Je la prends parce que je n'ai pas beaucoup parlé. Donc, je ne suis pas sûr que le problème se pose réellement comme ça, parce qu'inversement, si vous pouvez avoir facilement accès à un outil qui vous permet de créer des documents dans une matière que vous ne connaissez pas, vous pouvez inversement avoir envie de faire plus de choses et de sortir de votre spécialité. Cette grande division entre ceux qui sont pour la spécialisation et ceux qui sont pour le fait de pratiquer en généraliste, en disant que l'avocat doit être un bon avocat et un bon juriste dans toutes les matières, ça existe depuis, peut-être pas toujours, mais depuis un bon bout de temps. Et je pense que l'IA, à la fois, peut être un outil pour un spécialiste de sortir de sa spécialité, ou inversement, devenir encore plus pointu dans sa spécialité. Je ne suis pas sûr que ça règle vraiment le déterminisme par rapport à la spécialité. Enfin, moi, par rapport à la notion de spécialité, j'aurais tendance à dire que plus un avocat est pointu, connaît un domaine, a acquis de l'expérience, a de l'empathie pour le secteur, est capable de bien parler à des gens qui ont des problématiques dans ce secteur-là, mieux il se porte et mieux se portent ses clients. Voilà. Mais ça, c'est mon point de vue. Je pense que l'IA permettra à tout le monde d'optimiser son travail, les spécialistes comme les généralistes. Voilà, donc j'ai répondu comme un avocat, c'est-à-dire que je n'ai pas répondu en fait. Je peux compléter. Tu veux que je peux compléter? Oui, vas-y. En fait, moi, je ne considère pas que je vends du contrat ni des procès-verbaux. C'est pas ça qui fait que les clients viennent me voir. En fait, je trouve que le fait qu'on ait l'IA nous permet aussi de nous reconcentrer sur ce qu'on a, je pense, de plus important, c'est le conseil. Et donc la capacité qu'on a à échanger, à dire et à comprendre la position du client et à lui proposer des solutions. Et donc je pense que l'IA nous aide justement à moins perdre de temps sur de la rédaction qui, à mon sens, est à très faible valeur ajoutée, pour se concentrer sur ce qui, pour moi, est le plus important et ce qui a le plus de valeur ajoutée. C'est vraiment le conseil, la stratégie, l'accompagnement. Donc pour moi, c'est plutôt une chance, parce que c'est très rébarbatif d'écrire. Mais je pense qu'il y aura toujours je pense quelques années de changement. Mais je pense que les cabinets s'adapteront assez rapidement au final. Une autre question peut-être, madame, tout à l'heure vous...
Alors, je répète la question. Est-ce que sur la fonctionnalité Chat Legal IA qui crée du legal design, l'algorithme est en mesure de faire preuve de suffisamment d'empathie pour ressortir un résultat dont tous les aspects seront adaptés à la personne cible, et notamment en termes de colorimétrie et de wording, de phrasé? Alors oui, l'algorithme, il est paramétré pour respecter les règles du design thinking. Donc il est censé faire preuve de pédagogie, il est censé faire preuve d'empathie dans la manière dont il va proposer les textes. Il est censé faire preuve d'une organisation qui facilite la compréhension. Dans la version SaaS, qui est plutôt grand public, il est possible, une fois qu'on a une première proposition, de mettre son logo, de l'exporter pour l'éditer justement. Si jamais le texte ne convient pas, si la personne a envie de bouger une image ou de faire des changements, elle peut l'exporter pour le faire en PowerPoint. Il y a un bouton, elle clique sur le bouton, ça l'exporte et puis voilà. Sur la version grand compte, on peut aller encore plus loin parce que dans la version grand compte, on propose des templates et on peut utiliser les templates de l'utilisateur final ou créer avec lui des templates qu'on va mettre et qui vont être utilisés par l'outil pour générer des legal design ou des legal slides. Une autre question, je vous écoute, monsieur. Contribution, je vous écoute. Ce sera plus simple. Parce qu'un témoignage, c'est difficile à retranscrire en quelques mots. Alors voilà, donc du coup, j'ai mis un pas du côté, on va dire, informatique, donc développement et autres, pour arriver à trouver une solution qui est adaptée à mes problématiques au quotidien. Donc à partir de là, la meilleure solution, c'était quoi? C'était de modéliser en fonction de mes besoins opérationnels et afin d'arriver à créer un produit. Donc aujourd'hui, j'en suis parvenu et je regarde l'environnement juridique avec surtout l'impact de l'arrivée de l'IA d'une manière à transcender la fonction juridique. Parce que tout simplement, en fonction, au niveau de la direction juridique, qu'est-ce qui va se passer? L'IA va nous permettre de gagner du temps, mais ce temps, on va le maximiser d'une autre manière. Parce qu'il n'y a pas que les contrats, il n'y a pas que le corporate en interne. Il y a toute cette partie de documentation, de notes internes, de consultation interne qui va faire qu'on va gagner du temps sur le volume de travail. Mais d'un autre côté, on va devoir être plus près des opérationnels. Parce que le juriste n'est pas uniquement le droit pur et dur, le juriste, c'est aussi le business model, c'est aussi le métier, c'est aussi la stratégie. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Ces outils vont nous permettre, une fois qu'on a réduit la charge de travail en termes de tâches chronophages, de nous orienter maintenant sur l'accompagnement des différentes parties prenantes internes. Ça va être également, en ce qui concerne les cabinets d'avocats, ce temps qui va être gagné, on va la transformer en une stratégie offensive. C'est que moi, en direction juridique, j'ai pas besoin également d'avoir un avocat qui connaît un peu mon métier. Donc ce temps qu'on va capitaliser, ce temps qu'on va gagner en automatisant certaines tâches grâce à l'intelligence artificielle, on va la récupérer en élevant notre niveau d'expertise et en se rapprochant davantage de la clientèle. Et à partir de là, ça va signifier que l'intelligence artificielle va nous permettre de connaître un business, de connaître une activité, de rentrer dans les montages spécifiques. Parce que quand on rédige un contrat, à mon avis, on ne peut pas se permettre de dire qu'on va rédiger un contrat si on ne connaît pas l'activité. Eh bien, j'ai gagné du temps dans l'automatisation. Qu'est-ce qui me reste maintenant? C'est à rentrer dans le business, dans le montage d'affaires, dans le business model. Et à partir de là, eh bien, je vais gagner en expertise afin de mieux adapter les solutions contractuelles à la réalité de l'activité. Merci beaucoup. Une autre question, une dernière peut-être, dernière question, on a 5 minutes. Je voudrais savoir votre avis, c'est que qu'est-ce que vous en pensez IA juriste? Par exemple, il y a une application,
je vais les litiges simples. Je vais envoyer tous mes documents via l'application. En plus, il y a une assistante chat qui va me répondre qu'est-ce que je dois faire et tout. Et après, c'est le juge IA qui va donner sa décision en 24 heures. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça va venir? Très drôle. Question prospective. Si j'ai bien compris, est-ce que vous pensez que demain, en gros, les litiges pourront se gérer de bout en bout de manière dématérialisée grâce à l'AI à l'IA, pardon, et jusqu'à la décision elle-même en fonction de l'intelligence artificielle. Qui veut en parler? Alors je pense, je suis pas sûr qu'on ait demain ou à moyen terme une intelligence artificielle qui remplace un juge. Après, le contrat, c'est le contrat. Donc si un contrat prévoit qu'un litige peut être résolu, parce que ça serait possible de l'imaginer, puisqu'on prévoit des médiations, des discussions, par l'utilisation d'une IA qui devra répondre, etc., parce qu'on pourrait l'imaginer, on pourrait prévoir des clauses contractuelles qui prévoient que un litige ou, je sais pas moi, une expertise particulière sur un prix ou un complément de prix, par exemple, dans mon domaine, soit soumis à l'IA. Après, que ça soit généralisé, je ne pense pas. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on peut vous reprocher, de moins en moins, mais on pouvait vous reprocher d'utiliser l'IA dans vos consultations ou dans vos contrats, du fait notamment de ces hallucinations. La question demain, c'est est-ce qu'on pourra vous reprocher de ne pas l'avoir utilisé? Parce que comme ça va beaucoup plus loin que ce qu'on est capable aujourd'hui de faire, on pourra vous reprocher dans un litige, je pense, demain, de ne pas avoir utilisé l'IA pour déterminer, pour trouver cette jurisprudence cachée qui vous permettrait d'appuyer votre demande. Donc ça, c'est un vrai sujet de déontologie. On est en train de passer d'un monde à l'autre là-dessus. Voilà. Après, sauf erreur de ma part, le principe d'un smart contract, c'est aussi, c'est surtout d'encadrer, grâce notamment au blockchain, tout le parcours client, et ça peut aller jusqu'à la résolution d'un litige dans un entre-deux entre l'amiable et le judiciaire qui permet de justifier des pièces, par exemple en retard d'avion. C'est complètement concevable que la machine discute avec la machine pour finalement arriver à une décision de rembourser ou non le client. Alors, cette question, je la trouve très drôle. Non seulement c'est techniquement faisable, mais en plus, je pense qu'il y a une tentation forte, surtout quand on est dans l'IA, de se poser la question à chaque fois, dans ce que je fais, comment je peux le faire avec l'IA. Avec l'IA, je peux interroger les documents. Donc, quand vous posez la question, est-ce que si je donne mes pièces en tant que client, je peux lui poser des questions pour qu'il me donne une position. À partir du moment où il sait interroger les documents, à partir du moment où il est entraîné à penser comme un juriste ou à travailler comme un juriste avec des vraies données, c'est-à-dire des décisions de justice et des textes de loi pour limiter le risque d'hallucination, il peut analyser les documents à l'aune de ses connaissances juridiques. Alors, c'est beaucoup de travail pour l'entraîner et qu'il le fasse bien, mais donc il y a une faisabilité technique qui existe. Et ce qui veut dire quoi? Imaginons que vous voyez un agent. Vous pouvez très bien avoir plusieurs agents qui interagissent entre eux. Donc l'agent 1 qui va représenter la demande, l'agent 2 qui va représenter le défendeur et un agent 3 qui va représenter le juge. Et donc les trois vont être programmés pour penser différemment en fonction de vos pièces, avec les textes dont ils disposeront. Donc la faisabilité technique, elle existe. Je pense que la tentation, elle est forte et qu'elle existe. Je pense qu'il y a sans doute des solutions peut-être qui s'en rapprochent aux États-Unis, puisque voilà, il y a déjà l'avocat robot aux États-Unis qui existe. D'ailleurs, certains avocats ont porté plainte contre lui en disant qu'il n'avait pas passé le concours, le concours pour être avocat. Ce qui n'est pas très grave parce qu'il y a un autre avocat, je crois que c'est à Londres, qui lui a passé le concours d'avocat. Donc il suffira au créateur de cet avocat robot de lui faire passer le concours et ça règle le problème. Parce qu'il l'a eu. Donc, en principe, tous vont l'avoir. Voilà. Donc si le robot avocat existe déjà, le juge robot, je suis sûre que si on cherche un petit peu, on pourrait trouver peut-être une première itération, mais c'est une bonne chose. Je pense que je vais faire une recherche là-dessus. Comme ça, à la table ronde de demain, je pourrais présenter les robots avocats et juges que j'ai pu trouver. Ce que ça va poser comme problème, c'est... et pourquoi je pense qu'ici en France, ça va être compliqué d'y arriver ou d'y arriver vite, c'est parce qu'il y a une forte déontologie.
La justice, elle est humaine aussi. Quand on juge, on tient compte de la personnalité. Et je pense que mentalement, en tous les cas, il y a déjà une forte réticence au niveau des avocats par rapport à la technologie, à l'intelligence artificielle. Alors si en plus il fallait que l'intelligence artificielle remplace les avocats, ceux qui ont peur de ça iraient manifester, je crois. Je pense qu'on va devoir arrêter là les questions. Voilà. Merci à tous. On peut prolonger la discussion par ailleurs si vous le souhaitez. Merci beaucoup. Merci.